Aujourd'hui, dans le podcast AWS en français, on parle d'Amazon Quick et du groupe SEB pour la transformation de création de contenu marketing. On vous explique tout ça, c'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on est disponible en vidéo également. Je vous mets les liens évidemment dans les notes de ce podcast. Si vous voulez nous voir sur YouTube, vous verrez la tête qu'on a et puis le beau studio dans lequel nous sommes également ici chez AWS à Paris. Alors, non pas une, mais deux invités aujourd'hui. À ma droite, j'ai Julie Paget. Tu es directrice de la Content Factory du groupe SEB. Merci d'être là, d'être venue jusqu'à Paris dans notre studio pour enregistrer ce podcast. Et à ma gauche, j'ai Maëlle Boucher. Tu es Solution Architect. Nos clients te connaissent bien. Tu étais speakerisse, oratrice, je ne sais pas comment il faut dire, au Summit Paris AWS, où vous avez d'ailleurs eu une session ensemble, où vous avez présenté ce contenu dont on va parler aujourd'hui. Je commence toujours par une question bateau. Les auditrices, les auditeurs du podcast AWS en français le savent. Ma question bateau, tout le monde sait que SEB, c'est bien. Et j'arrête pas de le dire, m'appelant moi-même Sébastien, SEB, c'est bien. Mais le groupe SEB, c'est quoi pour ceux qui nous écoutent en dehors de France, en dehors de la francophonie? Parce qu'il y a 60-65% des auditrices, des auditeurs qui sont en France, mais le reste, c'est le monde francophone. Alors déjà, bonjour. Alors, le groupe SEB, c'est quoi? Donc, le groupe SEB, c'est le leader mondial du petit électroménager aujourd'hui. On est présent dans 150 pays. On a aujourd'hui l'équivalent de 45 marques dans notre portefeuille. On a Tefal, Moulinex, Krups, Roventa et Moulinex. Ouais, donc c'est des marques qui font vraiment partie des familles françaises, belges, suisses depuis toujours, depuis qu'on est Exactement. Depuis que je suis tout petit. Exactement. Moulinex, Tefal. Tout le monde a au moins un appareil à la maison. Exactement. Et je pense que l'enjeu du groupe aussi, c'est de garder nos sites industriels. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cet attachement à nos marques aujourd'hui dans ce monde francophone, mais pas que. On a plus de 45 sites industriels présents dans le monde. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et si on pourrait donner un petit chiffre teaser, aujourd'hui, on vend 13 produits par seconde dans le monde. 13 produits par seconde. Il faut bien se rendre compte de ce que c'est. Une seconde, c'est... Exactement. Et donc, chaque fois, 13 produits quelque part dans le monde qui sont vendus. Tout ça, c'est un groupe français. Vous êtes sur Lyon, c'est ça? Exactement. Le siège social est à Lyon, à Écully, exactement. Je ne connais pas, mais je ne demande qu'à découvrir. 1200 magasins dans le monde aussi en vente en direct. Vous ne vendez pas que chez des revendeurs? Non, exactement. On a déployé la vente en direct et ce qu'on appelle le D2C de plus en plus. C'est important aussi de vendre en propre dans nos propres marques, dans nos propres magasins. Oui, exactement. Toi, tu fais partie d'un groupe, tu diriges un groupe qui s'appelle le Content Factory, qui est un groupe de marketing. C'est quoi votre métier chez Content Factory? Alors, la Content Factory, en fait, c'est un service, c'est comme une espèce d'agence de communication finalement interne. L'enjeu de la Content Factory, c'est de produire le contenu quand on lance un produit. On doit accompagner ce lancement d'un certain nombre de contenus, d'assets, une boîte, un packaging, une fiche produit sur Internet, enfin faire en sorte que le consommateur retrouve toutes les informations autour du produit tout le long de son parcours d'achat. Et le rôle de la Content Factory, c'est de produire ce contenu-là au niveau central. Donc, on produit ce contenu en anglais dans un premier temps et ensuite, on le localise pour nos pays dans la langue locale. Donc, c'est un service où on a des graphistes, des photographes, des chefs de projet, des vidéastes. Et en fonction de la demande marketing, notre enjeu est de produire ce contenu le plus rapidement possible parce qu'on sait que les points de contact avec nos consommateurs sont de plus en plus nombreux. Donc ça va de la boîte, de la photo qu'on va voir sur la boîte, le packaging, jusqu'à l'image qu'on aura sur le site d'Amazon ou des autres revendeurs. Exactement, jusqu'à la recette. Si par exemple on a envie de connaître la recette du bœuf bourguignon réalisé avec le Cookéo, c'est le rôle de la Content Factory avec des chefs de créer ce pas à pas recette pour que le consommateur sache cuisiner avec nos produits aussi. Mais c'est des centaines de marques des centaines de produits à travers 45 marques, t'as dit, dans 150 pays différents. Donc, je ne sais pas combien de langues il y a, mais probablement il y avoir plusieurs dizaines, peut-être une centaine de langues. C'est un volume énorme et ça change tout le temps. Je suppose que les nouveaux produits arrivent. Exactement, oui. Saisonnalité aussi. Oui, exactement. On a à peu près plus de 1300 références annuelles
à travailler exactement avec la content, en sachant aussi qu'il y a les références actives, celles qu'on a toujours présentes auprès de nos consommateurs. Voilà, typiquement, on a la moulinette qui est un hachoir, un petit hachoir qui existe depuis des années et sur lequel on doit aussi réactualiser le contenu pour nos consommateurs. Donc oui, c'est un challenge énorme aussi quand on a des pics, on a des saisons, les produits on les vend plus, on le sait tous, à Noël, à la rentrée, etc. Donc on a aussi des pics à travailler au sein de la content. Comment on travaille ces pics, cette production de contenu qui peut par moment arriver en goulot d'étranglement, c'est certain, oui. Avec donc la localisation, tu l'as dit, la traduction. Avec, je suppose, des chartes graphiques qui sont différents. On ne vend pas du Rowenta comme on vend du Moulinex. Les couleurs sont différentes, la typographie est différente. Exactement. En fait, on a des chartes par marque. Et oui, on doit bien évidemment parler à notre consommateur différemment si on est sur une marque plus high-end comme Rowenta versus une marque plus commune comme Tefal. Donc, on a effectivement un certain nombre de critères, d'aspects à respecter, de chartes à respecter quand on crée le contenu, oui. Ça couvre les pubs aussi? S'il y a une pub page dans un magazine, c'est vous? Alors, c'est pas exactement la Content Factory parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une agence lead qui nous accompagne sur toute la partie publicitaire. Par contre, la Content Factory est responsable de localiser toutes ces campagnes publicitaires. Donc, on est le lien, la courroie de distribution, entre guillemets, avec les marchés pour la localisation et l'adaptation de ces films publicitaires, oui. Tu me rappelles en t'écoutant Club Med, qui était assis à ta place il y a quelques temps. Ils ont aussi un énorme catalogue de photos à mettre à jour pour tous les villages de vacances, des activités dans les villes qui changent tout le temps. Et donc, ils ont aussi des problématiques un peu semblables de localisation et de gestion de volume de médias, d'une masse de médias qui change tout le temps. Si vous êtes intéressé par écouter l'épisode du Club Med, je fais une petite pub pour tourner en arrière et vous retrouverez l'épisode. Je vous mets évidemment le lien dans les notes de podcast. Je suis très intéressée en tout cas par le podcast, je n'hésiterai pas à écouter. Bien voilà. Alors, tu as bien expliqué les challenges métiers, comment l'outil informatique, comment est venue l'idée d'automatiser tout ça avec les outils informatiques? On a un challenge aujourd'hui, c'est ce parcours consommateur qui est de plus en plus complexe. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'avant, le consommateur, il allait en magasin, il cherchait son packaging et il avait toutes les informations pour pouvoir se décider à l'achat du produit. Aujourd'hui, en fait, il peut aller en magasin, il peut aller sur Internet, il peut aller bien évidemment directement sur nos sites revendeurs et dans nos propres magasins ou sites aussi revendeurs. Et du coup, aujourd'hui, pour démultiplier en fait ce contenu, on a besoin d'être de plus en plus rapide, de plus en plus différenciant aussi. Et on a une concurrence qui est de plus en plus accrue. Donc, comment on est supérieur par rapport à ce qu'il existe sur le marché? Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'on a l'IA qui aujourd'hui fait partie de notre environnement. On sait que c'est un outil qui doit nous permettre d'accélérer. Qui transforme aussi nos métiers créatifs de production de contenu. Et l'enjeu, c'était de se dire comment on accélère, comment on change aussi nos façons de faire pour être plus efficace et plus pertinent dans la création de nos contenus et plus particulièrement autour de nos fiches produits. Parce que c'est vraiment le point de contact le plus important qu'on a avec nos consommateurs aujourd'hui. C'est là où la conversion est la plus forte. Une bonne fiche produit permet une conversion meilleure. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mesurer, ça, en disant, en fonction des visuels ou de la typographie ou des mots qui sont sur la fiche produit, on voit Oui, on fait exactement, on fait des tests, ce qu'on appelle des A/B tests, pour vérifier la pertinence de nos fiches produits. On voit bien effectivement en fonction des contenus qu'on crée, en fonction des verbatims aussi qu'on utilise, l'impact que ça a chez nos consommateurs, oui, bien sûr. Donc, il fallait absolument qu'on soit plus pertinent. Il y avait aussi cet enjeu, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on crée un master en anglais et on a un consommateur qui est de plus en plus exigeant en local. Donc, on a aussi le challenge d'être encore plus proche de ce consommateur final. Et ça, c'était un gros challenge pour la Content Factory. L'exigence et les lois également. En France ou au Québec, on ne peut pas vendre un packaging en anglais. Exactement. Oui. Puis je pense que c'est déceptif dans tous les cas. Il y a la loi, mais même d'un point de vue
on a besoin, bien évidemment, d'avoir... donc ça, c'était le point de départ. Et suite à ça, on a effectivement pas mal de relations avec AWS et on a échangé sur ce qu'on appelle ce cas d'usage pour voir si on avait des solutions de votre côté qui pouvaient répondre à ce cas d'usage. Alors Maëlle, tu es solution architect, donc ton métier, avec tous les autres solution architectes, architectes de solutions, je dois dire en français, ici chez AWS, c'est d'accompagner les clients justement dans ces réflexions. Quand tu as un client comme Julie qui vient te parler de ces problématiques-là, ça débloque quoi chez toi? Comment tu abordes le problème et comment tu construis progressivement la solution? Moi, j'accompagne le groupe SEB depuis 2 ans et c'est vrai que j'avais principalement des sujets plutôt IT et infra. Et l'été dernier, j'ai rencontré Julie et ses équipes au travers d'un programme de visionning et tous ces problèmes autour de la création et l'automatisation des fiches produits ont été évoqués. Donc c'était en été 2025, donc au moment où les solutions d'intelligence artificielle étaient déjà bien avancées et on entrait un petit peu doucement dans l'ère de l'agentique. On n'avait pas forcément identifié de solutions immédiatement, surtout que le public, enfin les personnes, les utilisateurs étaient des profils plus métiers et pas techniques. Donc on a réfléchi avec l'équipe de compte à des solutions qui seraient facilement utilisables par des profils métiers. Et c'est au même moment que AWS a sorti sa solution d'IA agentique appelée Amazon Quick. Donc on était en octobre 2025 au moment où en bêta ou en preview limité. Exactement, le service venait de sortir et on a rapidement présenté la solution au groupe SEB qui a été tout de suite très intéressé et très moteur pour aller faire les premiers POC pour l'automatisation et l'amélioration de la création de leurs fiches produits avec Amazon Quick. Alors c'est très différent peut-être des autres missions que tu fais d'habitude auprès des clients, parce que comme tu l'as dit, on travaille beaucoup sur de l'infra, on parle de stockage, de virtual machine, de serverless et des choses comme ça. Donc là, tu avais une mission plus métier, enfin un Exactement. challenge plus métier, ce qui peut être très intéressant aussi de lier les deux. Et puis tu as dit autre chose, tu as parlé d'Amazon Quick, et c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Pour moi, c'est le meilleur secret d'AWS. Secret parce qu'on communique peu encore, je trouve, sur Amazon Quick. Je vais te laisser expliquer ce que c'est et comment nous, on l'utilise chez nous. Effectivement, en octobre, c'était les tout débuts. Nous, on l'utilise sur nos postes ici en interne depuis janvier, février, quelque chose comme ça. Plus ou moins, ouais. Ça s'est déployé. C'est quoi Amazon Quick? Donc Amazon Quick, c'est le dernier service AWS autour de l'IA agentique. On enregistre en juin 2026. Oui, ça change tellement rapidement que quand on parle de ces trucs-là, il vaut mieux donner la date. Exactement. Aujourd'hui, c'est le dernier. Aujourd'hui, c'est donc une solution d'IA agentique qui a été créée par AWS. Donc c'est un outil sur lequel les utilisateurs peuvent utiliser leurs propres données et aller interroger leurs données. Et derrière, il y a une suite agentique qui est boostée par de l'intelligence artificielle qui va pouvoir permettre à l'utilisateur de manipuler ces données en fonction de ses besoins et d'obtenir les réponses à ces questions. Donc concrètement, c'est une application desktop qu'on installe. C'est ça, c'est une application desktop. On peut aussi le retrouver en format web. Mm-hmm. La version desktop est récente. Nous, on l'utilise énormément en interne chez AWS. Mm-hmm. Un des gros avantages d'Amazon Quick, c'est qu'on peut l'interconnecter avec énormément d'applications sur le marché, que ce soit des applications de messagerie, de mail, de stockage de données. On peut les nommer. Hein. C'est OneDrive, c'est Microsoft 365, c'est Slack. Enfin, ça, c'est ceux que moi j'utilise beaucoup. Exactement. Mais ça peut être Google Mail, etc. On peut aussi le connecter à sa documentation interne, ou c'est des cas d'usage qu'on fait en interne chez AWS. Et du coup, c'est tout cet outil qu'on a présenté au groupe SEB. Donc, on a lancé des premières phases de POC en novembre 2025, où le groupe SEB a bien voulu faire le cobaye et tester le produit était cet pas outil. Encore sorti à ce moment-là. Exactement, ouais. Et donc, les premiers cas d'usage étaient autour de l'automatisation pour générer des fiches produits. Donc, on a commencé sur des produits ciblés pour essayer d'avoir des résultats intéressants dessus.
Alors, avant d'en venir à votre implémentation, encore un truc que j'adore avec Amazon Quick, c'est qu'il apprend au fil du temps aussi. Donc, il persiste en local sur ma machine, en tout cas la version desktop, des faits quand je le corrige, une base de connaissances, des personnes avec qui je parle souvent, sur quel canal je parle. Et donc, au plus on l'utilise, au plus il s'améliore. Personnalisé et il s'améliore. Et c'est incroyable. Enfin, rédiger des fiches de préparation comme celle de ce podcast aujourd'hui, c'est Quick qui le fait. Des articles de blog, relire des articles de blog, et puis vos cas d'usage à vous. Alors, vous avez commencé par où ? Alors, la première étape pour nous, c'était ce qu'on appelle le brief. C'est comment, en fait, on aide les équipes marketing à formaliser correctement leurs besoins par rapport à toute la documentation qu'on a en interne. Donc ça, c'était le premier cas d'usage, c'était de donner accès aux équipes marketing pour formaliser correctement demain, je vends une friteuse, une air fryer, typiquement. Quels sont les messages clés de mon produit ? Tout ça, c'est la démarche, bien évidemment, marketing. Maintenant, comment on la rend consumer-centric ? Comment on assure, en fait, un message clair tout le long de la catégorie produit ? Tous ces aspects-là, tous ces quick wins, en fait, de faire en sorte que les équipes marketing aient à disposition l'outil pour générer un brief le plus complet possible et le plus parfait possible pour derrière automatiser au maximum la production des fiches produits. Et pour ça, on le branche sur quoi comme source de données ? Vous avez des années, des dizaines d'années d'historique de fiches produits Alors, comme on était en phase POC, quand on a commencé avec Quick, l'objectif c'était de nourrir. Nous, on a nourri directement la machine. On n'a pas connecté encore aujourd'hui. Le groupe SEB n'est pas connecté automatiquement avec Quick. On sait que c'est la prochaine étape pour que justement ça puisse se faire de manière automatique. Là, c'était vraiment, on donne à Quick les éléments que nous, on possède et comment il en génère un document unique et simplifié. Il y a une fonctionnalité dans Quick qui s'appelle les spaces, dans lequel on peut aller ajouter des sources de connaissances, dont tous ces fichiers donc en format PDF ou PowerPoint, par exemple. Donc, c'est la manière dont on avait procédé pour le POC. Donc, vous avez créé un espace, un space Quick avec les fiches produits, avec des assets existants. Exactement. Etc. Et puis, ce qui était hyper intéressant aussi pour nous, c'est de créer ce brief aussi sur base de la concurrence, sur base en fait du marché. C'était aussi d'apporter la connaissance externe à la réalisation du brief pour être le plus compétitif possible dans la production de ce brief-là. Donc, c'était vraiment joindre la documentation interne, mais aussi avoir une connaissance parfaite du marché, de la concurrence, du pays sur lequel on doit lancer le produit, etc. Donc, avoir la data la plus à jour possible pour pouvoir réaliser le brief le plus complet. Et comme Quick est une solution agentique, il y a la possibilité du coup de faire appel à des agents pour qu'ils aillent faire la recherche en ligne des produits concurrentiels de ceux de groupe SEB pour justement enrichir cette base de connaissances et derrière leur permettre d'avoir les données les plus à jour pour générer les fiches de leurs propres produits. Et donc, le flux utilisateur, c'est quoi ? Je me connecte à Quick et je tape une question. Fais-moi une analyse concurrence sur cette nouvelle... Exactement. Ce nouveau produit. Exactement. Quels sont... sur base de la matière que j'ai, moi aussi, sur base de mon discours produit, fais-moi une recommandation versus aussi l'aspect concurrentiel de la meilleure mise en avant de notre produit, par exemple. Donc, c'est vraiment aussi... conforter ou confirmer en tout cas le discours marketing versus l'aspect concurrentiel pour être sûr d'être au bon niveau. Donc, il y a un côté aussi challenge, ça qui est intéressant, c'est que le chef de produit marketing va confronter son discours versus en fait ce qui se passe aujourd'hui sur le net et pour s'assurer en fait d'être dans le juste et dans les problématiques bien évidemment réelles du consommateur. Donc, on a parlé de l'espace qui permet de collecter une base je vais dire des documents, mais une base de connaissances. Ça peut être des photos et des documents existants. Le chat qui permet aux collaborateurs, collaboratrices d'interagir avec le système. De recherche, être capable de faire des recherches sur le web. Ça, c'est vraiment la caractéristique d'un système agentique. Comment t'expliquerais la différence entre un chat, comme presque tout le monde maintenant peut utiliser ChatGPT, et un système agentique?
C'est quoi la différence ? Un système agentique, ça va être plus puissant qu'un simple chatbot. Bien d'accord. Mais pourquoi ? Pour expliquer un petit peu, un chatbot a été entraîné sur des données assez larges et ses connaissances vont s'arrêter à la fin de l'entraînement qu'il aura eu. Si on utilise une solution agentique, la grande force qui repose sous les agents, c'est leur autonomie et leur capacité à aller eux-mêmes faire des recherches en ligne. Donc, ils ne sont pas limités par une base de connaissances qui pourrait être trop vieille. Ils peuvent aller eux-mêmes faire des recherches, récupérer l'information la plus exacte et la plus à jour et ensuite la donner à l'utilisateur en adaptant aussi le format de la réponse en fonction de la question qui a été posée et s'il y a des consignes précises dans le prompt. L'agent répondra en s'adaptant aux instructions. En fait, on peut lui donner un objectif et il va se débrouiller pour réaliser l'objectif en utilisant les outils qu'il a à sa disposition, une recherche web, accéder à des documents sur un disque partagé, accéder à un Outlook, etc. Il pourra faire la recherche en autonomie et donner la réponse à l'utilisateur. Quels sont les autres cas d'usage ? Tu as parlé de recherche sur la concurrence. Oui. Oui. Alors, en fait, le deuxième cas d'usage, effectivement, c'est plus côté production cette fois-ci. Donc, une fois que la fiche produit est réalisée sur base de ce brief-là, le deuxième cas d'usage qui était intéressant pour nous via Quick, c'était le produit est lancé. Comment je m'assure qu'il est toujours pertinent ? Comment je m'assure qu'il correspond bien à mon consommateur ? Et est-ce qu'il y a des informations qui sont soit erronées, soit qui méritent plus de précision parce que le consommateur va, par exemple, poser, je ne sais pas, si on reprend cet air fryer, imaginons comment nettoyer le bac de l'air fryer. Si c'est une question qui revient assez régulièrement et que la réponse n'est pas forcément très claire dans notre fiche produit, c'est important aussi qu'on ait ces informations-là pour l'updater. Et aujourd'hui, c'est le service consommateur, c'est tous ces aspects-là, c'est les ratings and reviews qui nous permettent de visualiser ces informations consommateurs. Là, le cas d'usage numéro 2, c'était avec Quick, est-ce qu'on est capable d'avoir une information consolidée par marché qui nous donne une recommandation d'update, de refresh de notre contenu pour être plus proche des besoins consommateurs, pour être différenciant encore une fois de nos concurrents. Basé sur les appels des clients aux différents call centers. Exactement, il peut y avoir, alors c'est basé beaucoup maintenant sur... exactement. Donc on a ça, on a aussi les notes on voit bien les notes de nos ratings and reviews en fonction des commentaires qui sont formulés. Ça, c'est aussi une source. Et puis, bien évidemment, le ranking qu'on voit aussi apparaître sur Google ou ce genre de choses. Donc, il y a énormément de facteurs à regarder, de KPIs à suivre. Aussi, exactement. TikTok, Insta. C'est ça. Donc, et ce qui était intéressant là, aujourd'hui, avec Quick, c'était de dire formalise-moi un update nécessaire pour être encore plus performant avec ma fiche produit. Et ce qui était hyper intéressant avec l'outil, c'est qu'il formalise une réponse sur la partie texte, mais aussi sur la partie visuelle, ce qui nous permet en fait d'updater régulièrement notre contenu facilement, plus facilement aussi qu'avant, parce que updater une fiche produit, on ne se rend pas compte, mais c'est tout un processus. Et donc là, grâce à l'outil, on peut régulièrement updater la matière. Donc ça, c'était vraiment le cas d'usage numéro 2 et celui qui a été le plus, j'ai envie de dire, impactant. Ouais, carrément. Et là, justement, l'enjeu pour nous, c'est comment on passe à l'échelle ce cas d'usage, carrément. Et tout ça, ça a été très vite, puisque tu as dit commencer les discussions en octobre, novembre, le POC, et avril, vous étiez sur scène au Palais des Congrès pour en parler. Donc, exactement. Ça se tient en quelques mois. On est allé assez vite. Ça a été mis à une échelle encore assez réduite, mais au sein de ton équipe, pour justement essayer de faire adopter la solution à plus grande échelle et avoir plus de contenu généré par Quick et plus de résultats. On avait cette deadline qui était le Summit de Paris le 1er avril 2026. On voulait avoir le plus possible des résultats à présenter sur scène pendant la session.
Est-ce qu'il y a avant de parler de résultats et comment on mesure des résultats, est-ce qu'il y a un use case 3 ou 4 aussi à cette phase de POC, on parlera du futur. Le dernier cas, c'est vraiment d'être au plus proche de la langue et du marché. Ça, c'est vraiment ce que nous, on doit encore franchir, et c'est le use case numéro 3. Par exemple, en fait, on a tendance à avoir un vocabulaire très marketing. Quick, ça nous permet aussi de savoir que le consommateur, il parle peut-être pas de air fryer dans certains pays, mais il utilise un verbatim différent. Comment on a l'information, encore une fois, pour être au plus proche de ce consommateur-là et lui donner en fait une appropriation plus personnalisée. On pourrait, par exemple, sur la partie texte, mais aussi sur la partie visuelle, on sait par exemple que dans les pays asiatiques, on ne met pas de chaussures quand on est dans la maison. Nous, quand on va passer l'aspirateur dans nos maisons, on est en chaussures régulièrement. Donc avoir ces informations-là, en fait, pour décliner nos contenus et faire en sorte d'être au plus proche du quotidien, de la culture locale. Oui, c'est plus que traduire. Là, vraiment, voilà. Un travail de localisation. Exactement. Et ça, c'est de plus en plus important pour nous de réussir à le faire et de le faire vite. Encore une fois, on est capable de s'approprier la culture locale, on est présent dans tous ces pays-là, mais on a tellement besoin de parler à notre consommateur rapidement et sur un nombre de points de contact énormes, qu'il nous faut des moyens d'avoir les réponses à nos questions les plus vite possibles. Génération d'images, c'est déjà envisagé ou fait? Oui, bien sûr. On ne peut pas louper le train qui est en marche sur tous ces aspects-là. Oui, on le fait. On est bien évidemment très précautionneux sur la partie image, droit, etc. Mais oui, je pense que c'est important de tester ces outils-là, d'updater aussi les métiers qui sont les nôtres. On ne peut plus faire l'impasse aujourd'hui sur l'IA, et ça nous permet d'updater nos métiers aussi. Alors, quels sont les résultats de ce proof of concept? Parce que tu disais en introduction que les visuels et les fiches produits que vous faites ont un impact mesurable sur les ventes. Est-ce que vous avez déjà pu mettre ces techniques en place et mesurer un impact? Donc oui, quand on a fait notre POC, donc on l'a fait sur un produit de la marque EMSA, donc c'est des boîtes de conservation. C'était intéressant parce que c'est une marque qui est assez présente en Allemagne, très présente en Allemagne, et c'est sur les pays germanophones. Donc c'était bien pour nous aussi en centrale, parce que c'est pas forcément les aspects locaux qu'on maîtrise le mieux, par exemple. Donc là, on a fait tout l'exemple, tout le POC sur base de ça. Et on a testé notre fiche produit A, qui n'était pas passée par Quick, et notre fiche produit B upgradée avec les recommandations de Quick. Et aujourd'hui, on a eu plus de 4% de taux de conversion sur la fiche produit. Alors, c'est pas 4%, c'est une augmentation de 4% du taux de conversion. Une augmentation de 4% du taux de conversion. On a eu plus 15% du taux de clic aussi, donc 15% en plus sont venus. Donc c'est pas mineur, quoi. Non, c'est énorme, c'est énorme. Donc ça, c'est vraiment, et on a eu moins 30% au niveau du coût du taux de clic qui ont été réalisés. Donc ça aussi, c'est pas mal comme bénéfice. C'est les premiers résultats qui sont très encourageants pour continuer sur d'autres. Et sur un timing très très court. Parce que là, je vous parle de chiffres qui ont été, les compteurs ont été relevés un mois après la mise à jour de la fiche produit. Donc, c'est prometteur, et on doit suivre, bien évidemment, l'évolution. Mais un projet comme ça ne se fait pas sans challenge. Et puis, on apprend des choses aussi. Donc, c'était quoi vos challenges à vous? Le premier challenge, c'était le change management. Ça, c'est un des pour la partie humaine, dire aux collaboratrices, aux collaborateurs, voilà, il y a un nouvel outil. Exactement. Et aussi faire comprendre qu'en fait, c'est un outil qui est là pour aider, pour accélérer et pour améliorer, et non pas pour supprimer. Donc ça, c'est une vraie crainte des collaboratrices. Bien sûr, je pense que c'est une crainte au global qui se ressent de plus en plus. Donc oui, c'était important d'amener d'amener ce projet-là comme étant une solution. Aujourd'hui, nous, on sort plus de 1300 références, on est présent dans énormément de pays.
on n'a pas aujourd'hui la capacité de répondre à tout ça correctement. Donc, l'IA est là pour nous aider à y répondre. Donc ça, c'est déjà un des premiers leviers. Mais oui, le change était important. En plus, les équipes marketing, alors là, c'est métier, hein, mais le change management, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément facile sur ces métiers-là. Hein. C'était ma question. Tu es dans cette équipe depuis assez longtemps, donc tu as déjà vu d'autres changements également. Est-ce qu'il y a plus ou moins de résistance? Est-ce qu'elle est différente par rapport aux autres changements? Ah non, oui. Ils n'aiment pas trop le changement. Ils n'aiment pas trop non plus les outils en règle générale. Donc, c'était un double challenge pour nous. C'était de changer leur façon de faire et de leur mettre entre les mains un outil. Donc ça, oui. Et il y a une recette miracle pour faire passer la pilule? Je pense qu'il faut les rendre autonomes, c'est plus simple. Ça, c'était le premier point, c'est-à-dire que chacun aujourd'hui, ce qu'on a fait avec Quick, c'est que on a mis en place un pilote, on a eu Émilie qui n'est pas avec nous, Émilie Fieves, côté groupe SEM, et qui nous a accompagnés très fortement, qui est directrice marketing et qui était aussi très sponsor du projet. Et ça joue quand on a un des pairs qui est sponsor du projet. Et puis après, de les laisser manipuler, de les laisser aussi nous faire des feedbacks et qu'on soit en amélioration continue. Et le point qui était hyper intéressant dans cette démarche-là, c'est que la solution n'était pas mature. Et je pense que ça permet aussi de donner la sensation d'être partie prenante dans l'évolution de la solution. Et donc, ça donne à chacun la volonté d'adapter ou en tout cas d'améliorer sur nos use cases. C'est pas un risque de rejet aussi, dire c'est bien votre outil, mais c'est pas encore... Oui. Alors, ça pourrait. Après, ça fait quand même maintenant, ça fait 3 ans que l'IA est vraiment intégrée au niveau de la partie contenu. Je parle un peu moins, plus récent côté marketing, mais côté production de contenu, ça fait quand même, dès le démarrage, on s'est mis dedans. Donc, et ils savent que les applications, il n'y en a aucune qui est mature, c'est de la constante évolution et de l'amélioration. Donc, ce mindset un peu de rejet, est moins présent. Mais c'est vrai que ça a été un challenge pour former en fait ces équipes métiers sur un outil nouveau. C'est vrai que Amazon Quick, c'est un outil qu'on arrive à prendre en main assez facilement. Moi, je parle aussi avec un discours de profil technique. Donc, par rapport à d'autres services AWS qui peuvent être un peu plus complexes, Amazon Quick était assez facile à manipuler. Mais quand on se met dans les chaussures d'un profil très métier, c'est aussi un nouvel outil à découvrir sur lequel il faut se sentir à l'aise et curieux pour aller tester aussi les fonctionnalités qu'on n'aurait pas forcément utilisées pendant la phase de POC. Et donc, il y avait aussi un peu un challenge autour de la formation des utilisateurs. Le déploiement aussi, techniquement, sur les postes? Non, ça, c'était juste une appli à installer ou une appli web? Ça, c'était... On a travaillé avec l'IT côté groupe SEB pour qu'ils fournissent les licences à tout le monde. On parlait dans les challenges au début également de la cohérence des marques et du respect de la cohérence. Ça s'est bien passé, ce volet-là? Comment l'IA s'en sort? Voilà, en fait, il faut la nourrir. Ça, c'est un point qui est essentiel. C'est plus on nourrit nos agents, plus en fait ils reconnaissent eux-mêmes en fait les contraintes qu'on a. Donc oui, on est bien évidemment obligé de les nourrir avec nos cahiers des charges sur nos marques, nos guidelines, etc., pour s'assurer que la recommandation soit bien en adéquation avec le discours de marque. Mais d'une manière globale, de toute façon, l'IA ne marche pas toute seule. Il y a bien de temps en temps des aberrations, des hallucinations. C'est essentiel. En fait, pour nous, c'est un soutien. C'est-à-dire que sur base de la recommandation de l'IA, il y a besoin, et c'est mandatory, d'avoir une relecture, une adaptation, une correction humaine avec chacun des experts. On a une équipe de marque qui est là pour s'assurer que le discours est toujours en adéquation avec nos marques. On a les chefs de produits qui doivent bien évidemment ajouter leur propre conviction aussi marketing dans le discours qui est proposé. Les équipes content qui refont la partie copywriting, il y a une certaine adaptation qui doit être revue, relue. Donc tout ça est toujours présent et nécessaire.
Par contre, c'est juste que avant, on produisait une fiche produit, faire un refresh de fiche produit, ça pouvait nous prendre quelques semaines. Là, une recommandation, elle met ça met 20 minutes à arriver. Et ensuite, derrière, les updates et les upgrades, c'est une question de jours, quoi. Donc, les échelles de temps... de semaine à exactement. Un workflow en journée. Est-ce que vous avez mis en place une boucle de feedback pour que toutes les corrections humaines qui sont faites en phase de validation, comme tu viens de l'expliquer, sont aussi réinjectées dans le contexte pour que l'IA apprenne et fasse moins d'erreurs? Exactement. Et puis, on a nos outils internes, c'est-à-dire, par exemple, les fiches produits, nous, aujourd'hui, elles sont dans ce qu'on appelle un Product Information Management, un PIM. Et donc, ce PIM nourrit la Quick à chaque fois. C'est nécessaire et mandatory de remettre à jour nos informations produits, ce qui fait que la boucle est bouclée entre nos différents systèmes. Scalabilité, 150 pays, vous êtes déjà là aujourd'hui avec Quick ou partie du futur? Non, là en fait le POC est validé, il était bon, on est content. Là aujourd'hui on a aussi des enjeux avec Maël, c'est comment on stabilise la plateforme par rapport justement à un certain nombre de points remontés par les équipes marketing, comment on fait évoluer la plateforme pour répondre à ces enjeux-là, parce que c'est vrai, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de l'appropriation d'un outil par des équipes marketing versus l'appropriation d'un outil par des équipes tech. On est quand même sur résistant au changement, tu l'as dit. On est très résistant au changement quand même et on a besoin d'une interface très user-friendly. On accepte moins la difficulté sur les interfaces. Donc ça, c'est les enjeux qu'on a pour voir où est-ce qu'on peut placer Quick pour que ça soit le plus facile d'usage pour nos équipes marketing. Et après, comment on déploie. Mais en tout cas, le plus gros du challenge, c'était de se dire, est-ce que ce use case-là est un bon use case qu'on doit scaler au sein du groupe? Et la réponse est bien évidemment oui. D'autres choses de ton côté aussi? Parce que c'était la première fois, je crois, qu'on déploie Amazon Quick, en tout cas chez un grand groupe en France. Il y a peut-être des petites PME qui le font dans leur coin sans nous le dire, mais est-ce qu'il y a eu des apprentissages de ce côté-là aussi? Parfois, je sais qu'on implique les équipes services à Seattle. Ouais. Déjà, c'était un travail hyper intéressant et moi, j'étais très fière d'avoir pu collaborer avec Groupe Seb et que ce soit une des premières références clientes françaises sur Amazon Quick et encore plus que le POC a été une réussite. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'autres challenges à surmonter pour mettre cette solution à l'échelle et pouvoir aider tous les métiers au sein de Groupe Seb. Mais oui, je parlais des feedbacks internes ou des améliorations de produits. On a eu, comme on a commencé ce POC au moment où l'outil Quick venait de sortir, il était encore assez limité. On a ils ont notamment fait face à des limitations sur la capacité d'indexage, de stockage sur Quick, qui a contrarié pas mal de monde parce qu'ils ne pouvaient plus uploader leurs fichiers. On a remonté tous ces besoins à la service team qui travaillait déjà activement sur une nouvelle version d'Amazon Quick, qui aujourd'hui, le service a beaucoup évolué depuis le moment où on a commencé le POC. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu faire évoluer aussi le service avec les feedbacks qu'on a récupérés auprès de Groupe Seb, et le service a changé très rapidement, notamment a ouvert une capacité de stockage bien plus grande qui a permis à Groupe Seb de continuer à faire leur POC. On travaille aussi pour essayer de connecter l'outil Amazon Quick avec d'autres solutions. Aujourd'hui, sur Amazon Quick, il y a des intégrations natives qui existent déjà vers des outils type OneDrive, SharePoint, Outlook, etc. Mais on essaye aussi de créer des connexions plus spécifiques sur les outils que Groupe Seb utilise pour justement automatiser tout ce flux et ce partage de connaissances pour simplifier l'utilisation de l'outil pour les profils métiers. Alors, vous avez mis un pied dans l'eau, elle est bonne. Elle est pas mal. Comment est-ce qu'on accélère? Comment est-ce qu'on apprend à nager? C'est quoi les étapes suivantes? Les étapes suivantes, au-delà d'une partie déploiement, et oui, je rejoins Maël, par exemple, je vous évoquais mon PIM, le PIM dans lequel est stocké les fiches produits. C'est vrai que
un des enjeux, c'est de se dire est-ce qu'on peut connecter cette base de données avec Qwik pour que justement il n'y ait pas cette manipulation d'upload et que la mise à jour, en fait, elle soit connue de Qwik directement quand on la fournit dans le PIM. La prochaine étape pour nous, c'est la gestion, la production et la localisation de nos assets en masse, donc tout ce qui est plutôt visuel et surtout vidéo. Notre gros enjeu côté groupe SEB, c'est le sujet vidéo. La partie image est plutôt intéressante. Les solutions aujourd'hui se valent toutes sur la production et la création de visuels. Là où on n'est pas encore au bout du chemin, c'est sur tout ce qui est adaptation et localisation de la vidéo, donc tout ce qui est sous-titrage, voix, etc. Où là, nous, ça serait un enjeu génial de pouvoir localiser dans la langue locale nos vidéos en un clic. Ça, c'est vraiment notre gros enjeu aujourd'hui au sein du groupe. C'est ça qui va vous tenir occupé en 2026. La vidéo est un vrai... milieu de l'année, mais pour le reste de l'année. Oui. Après, il y a tous les aspects SEO, GIO, etc. qu'on connaît tous et sur lesquels on doit bien évidemment trouver des solutions. Mais oui, en termes de game changer, je pense que la vidéo est un vrai sujet, ouais. Et Qwik sur le desktop pour la bureautique simplement, pour trier nos mails, les conversations Teams ou Slack ou peu importe ce que vous utilisez. Exactement, je pense également. que ouais, bien sûr, je pense de plus en plus et je pense qu'on pourra plus s'en passer et ça c'est un use case effectivement qui est moins orienté business, qui est plus un sujet interne, groupe mais oui, c'est des questions bien évidemment, mais c'est moins dans ma cour. Donc c'est des discussions que j'ai avec d'autres contacts chez Groupe SEB. Ouais. J'ai une question un peu naïve. Ça coûte combien, Qwik ? Je crois que dans une version perso, c'est même gratuit si c'est juste moi qui l'installe sur mon desktop. Alors, je ne suis pas intéressé par les chiffres exactement, mais quelles sont les métriques ? On parle par un abonnement par mois, par utilisateur, par poste ? C'est ça, c'est un abonnement par mois, par utilisateur. Donc, il y a plusieurs formules proposées. On va de la formule perso à la formule professionnelle jusqu'à la formule enterprise. Chaque formule apporte son lot de fonctionnalités et de connexions inclus. Aujourd'hui... je veux pas le chiffre exact, c'était juste... Tu as répondu à ma question. Okay. C'est par poste. C'est ça, c'est par poste, par utilisateur par et par mois. C'est ça. Et il y a donc un coût aussi... Entre perso, qui est quasiment gratuit, et entreprise, qui est plus cher. Et vous avez les détails sur la page de pricing de Qwik, et je mettrai le lien évidemment dans les notes du podcast. Mais c'est ça que je voulais voir, si c'était un prix par utilisateur ou pas. Exactement, c'est une licence qui est fixe tous les mois. Bien, ben voilà un beau tour. Est-ce que la vidéo de votre talk au Malheureusement, on n'a pas été filmé au Summit, donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était l'occasion de pouvoir le refaire ici. J'espère à vous qui nous avez regardé, que ça vous a ouvert les yeux aussi sur un métier qu'on ne connaît pas nécessairement, le métier de création de contenu au sein d'un grand groupe industriel français qui plus est. C'est assez surprenant pour nous qui venons de l'IT. Enfin voilà, c'est un monde qu'on ne connaît pas, que tu as probablement découvert aussi quand tu as dû rentrer. Et puis voilà, si vous avez envie d'essayer Qwik, vous le téléchargez. Si vous avez un compte AWS, ça démarre en quelques minutes. C'est vraiment très facile de démarrer. Il y a une version web et une version desktop. Merci Julie pour tes explications très claires et détaillées. Julie Paget, tu es directrice du Content Factory Group dans le sein du groupe SEB. Et Maëlle Boucher, tu es architecte de solutions AWS. Exactement. Merci d'avoir regardé le podcast et regardez, parce qu'on est en vidéo cette fois-ci aussi. Regardez, écoutez le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je jette un coup d'œil rapide à mon planning. La semaine prochaine, on sera début juillet déjà. Et comme on rentre dans une période de vacances, souvent j'aime bien faire des épisodes do it yourself, de bricolage. Si vous avez envie de bricoler des capteurs d'eau, d'électricité, de gaz à la maison avec du protocole LoRaWAN avec IoT, c'est un épisode bien geek, bien technique. Ça sera vendredi prochain dans tous les épisodes, dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.